Alerte de septembre 2019. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 8 de septembre 2019. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Dispositif de Normandie. Créé par la loi de finances pour 2019 afin d'encourager la rénovation des logements situés dans le centre de certaines villes, la nouvelle réduction d'impôt de Normandie reprend les mêmes modalités d'application que le dispositif du flot Pinel, taux de réduction, engagement de location, prorogation, etc. En pratique, la réduction d'impôt ne peut s'appliquer qu'aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, pour lesquels la réalisation du fait générateur de la réduction d'impôt est intervenue à compter du 28 mars 2019. Notez que les acquisitions de logements éligibles doivent porter uniquement sur des biens ayant fait ou devant faire l'objet de travaux de rénovation ou de transformation, pour un coût ne pouvant être inférieur à 25% du coût total de l'opération. Plus-value immobilière et inoccupation de la résidence principale. Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession, du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais, à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. Dans une situation particulière, la Cour de Paris a jugé que 16 mois d'inoccupation de l'immeuble vendu ne font pas échec à l'exonération résidence principale, dans la mesure où les cédants ont entrepris rapidement des démarches en vue de vendre leurs biens immobiliers. En fait, un concours de circonstances indépendant de leur volonté a retardé la vente proprement dite, les cédants ayant prouvé la réalité de leurs diligences successives, de sorte que le délai pendant lequel ce bien est resté inoccupé ne pouvait pas être regardé comme présentant un caractère anormal. Exonération de la plus-value de cession d'un logement. Selon la Cour d'appel de Paris, un contribuable peut se prévaloir de l'exonération d'impôt sur la plus-value pour la cession de la résidence principale, dès lors qu'il prouve une occupation effective du logement à titre principal, même si elle est inférieure à 1 an, 11 mois en l'espèce. Étant précisé que la même Cour avait adopté une solution identique à propos de la cession d'un immeuble occupé effectivement par les cédants pendant 8 mois et demi à titre de résidence principale. Par contre, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'exonération des plus-values immobilières réalisées par des contribuables qui avaient occupé leur résidence principale successivement pendant 4 mois et 7 mois, puis vendu 2 maisons. Plus-value immobilière et inoccupation de la résidence principale. Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession, du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais, à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. Dans une situation particulière, la Cour de Paris a jugé que 16 mois d'inoccupation de l'immeuble vendu ne font pas échec à l'exonération résidence principale, dans la mesure où les cédants
ont entrepris rapidement des démarches en vue de vendre leurs biens immobiliers. En fait, un concours de circonstances indépendant de leur volonté a retardé la vente proprement dite, les cédants ayant prouvé la réalité de leurs diligences successives, de sorte que le délai pendant lequel ce bien est resté inoccupé ne pouvait pas être regardé comme présentant un caractère anormal. Recouvrement du prix de cession de titres. Le Conseil d'État ne s'oppose pas à la déduction par le contribuable de frais de justice directement liés à une cession de titres pour le calcul de la plus-value. Cela étant, attention, les frais de justice admis en déduction s'entendent des seuls frais qui ont été engagés pour la détermination du prix de cession des titres. Du coup, les frais de justice engagés par le contribuable en vue d'obtenir le recouvrement d'un complément de prix ne sont pas déductibles de la plus-value. Plus-value, abattement fixe de 500 000 €. Les dirigeants cédant leurs titres de PME lors de leur départ en retraite peuvent déterminer une plus-value nette taxable à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement fixe de 500 000 € depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2022. Pour autant, il faut préciser que l'exercice d'une profession libérale dans une société dont les titres sont cédés n'est pas assimilé à une fonction de direction pour l'application de cet abattement, alors que c'était le cas avant 2018. Autrement dit, désormais, au sein d'une même SEL, l'associé exerçant les fonctions de mandataire social bénéficie de l'abattement fixe de 500 000 €, tandis que son associé en est privé, même s'il exerce sa profession principale au sein de la société de manière continue depuis les 5 années précédant la cession. Estimant cette disposition inéquitable, un député a demandé au gouvernement les mesures qu'il entendait prendre pour remédier à une telle situation préjudiciable pour les associés d'une structure d'exercice libéral. Le gouvernement lui a opposé une fin de non-recevoir en indiquant qu'il fallait garantir l'égalité de traitement par rapport aux autres professions et permettre le bénéfice de cet avantage fiscal aux dirigeants de l'ensemble des PME éligibles aux mêmes conditions. Pas d'imposition en BIC sans prestation réalisée au profit de tiers. Lorsque le propriétaire d'un immeuble se facture à lui-même en tant que travailleur indépendant le temps qu'il a lui-même passé à effectuer des travaux d'amélioration de cet immeuble, les sommes ainsi facturées ne peuvent, en l'absence de toute prestation réalisée au profit de tiers, être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Il n'y a donc dans une telle situation ni imposition du produit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ni déduction de la charge correspondante des revenus fonciers. Comptabilisation irrégulière d'une provision. 2 décisions rendues par les cours administratives d'appel de Versailles et Paris illustrent une nouvelle fois l'importance de la connexion entre fiscalité et comptabilité en refusant la déduction fiscale d'une provision irrégulièrement comptabilisée. Dans la première affaire, la Cour de Versailles a jugé que les prescriptions du Comité de la réglementation comptable relatif au traitement comptable du risque de crédit font obstacle à l'inscription de provisions pour dépréciation de créances clients dans les comptes d'une société et par voie de conséquence à leur déduction du résultat imposable de cette dernière. Dans la seconde affaire, la Cour de Paris a jugé que la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de stock devenue sans objet en lieu et place d'une provision pour risque s'oppose à sa déduction fiscale sans qu'une erreur comptable ne puisse valablement être invoquée. Cession d'AI d'une créance fiscale future. Même si elles sont encadrées, les cessions de créances professionnelles, cession d'AI, permettent de mobiliser des créances futures
alors même qu'elles ne sont ni certaines ni liquides. Selon le tribunal administratif de Montreuil, les sommes mises à la disposition d'une société qui réalise une cession d'AI des créances futures de précompte mobilier qu'elle estime détenir sur les trésors ne peuvent être imposées en tant que produit à la date de la cession de créances, dès lors qu'elles ne constituent pas des indemnités mais un emprunt. Un tel contrat de cession doit en effet être regardé comme un moyen de financement de la société cédante, constituant pour cette dernière un emprunt jusqu'à ce que les créances de précompte indues soient reconnues certaines et liquides. Vous noterez que ce jugement prononcé pour des créances fiscales de l'ancien précompte mobilier, qui a été supprimé depuis 2005, devrait aussi valoir pour d'autres créances fiscales susceptibles d'être mobilisées, telles que notamment la créance de Caribac, la créance de crédit d'impôt recherche ou la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Taux normal d'IS des grandes entreprises. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 250 millions d'euros ne bénéficieront pas de la baisse du taux d'IS qui était prévue pour 2019. Pour ces entreprises, le taux normal sera ainsi maintenu à 33,1% au lieu des 31% prévus initialement. À noter que la loi instaurant ce maintien prévoit l'instauration d'une taxe de 3% sur les prestations réalisées en France par les plus gros opérateurs numériques. Sont visés les Google, Amazon, Facebook et autres Apple. IS, inclusion des plus-values dans le chiffre d'affaires. Les plus-values de cession d'immobilisation sont en principe comprises dans les produits exceptionnels. Notez cependant que, par exception et dans des cas très particuliers, lorsque la cession d'actifs fait partie du modèle économique de l'entreprise, elles sont enregistrées dans la production courante. Plus-value professionnelle d'une société absorbée. Une société a cédé son fonds de commerce à un tiers, constatant à cette occasion une plus-value, puis elle a été absorbée par une autre société. Se fondant sur le caractère intercalaire des fusions placées sous le régime spécial, la Cour de Lyon autorise dans un tel cas la société absorbante à demander l'exonération de la plus-value réalisée par la société absorbée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce à un tiers, la cession étant intervenue pendant la période de rétroactivité. Cession d'un actif circulant à prix minoré. Selon le Conseil d'État, pour démontrer l'anormalité d'une cession à bas prix d'un élément de l'actif circulant, l'administration doit établir non seulement l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale du bien cédé et son prix de vente, mais également l'intention de l'entreprise d'agir contre son intérêt. Vous noterez que le Conseil d'État ne transpose donc pas la solution retenue en cas de cession d'une immobilisation. Dans ce cas, en effet, en démontrant l'existence d'un écart significatif entre la valeur vénale d'un actif immobilisé et son prix de cession, l'administration établit le caractère anormal de la transaction de façon suffisante. Il appartient ensuite à l'entreprise de renverser cette présomption en justifiant que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans son intérêt. Tel n'est pas le cas pour la vente d'un actif circulant, puisqu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion. Régime de TVA d'une cession-bail. Selon la CJUE, la vente d'un immeuble et sa location immédiate par l'acquéreur au vendeur, dans le cadre d'une cession-bail, forment une opération unique non constitutive d'une livraison de biens au regard de la TVA, faute d'entraîner un transfert de jouissance de l'immeuble. Responsabilité du choix d'un mauvais régime de TVA.
Un expert comptable qui a indiqué par erreur à une société de revente de véhicules d'occasion qu'elle devait facturer la TVA à la marge au lieu de l'appliquer sur la totalité du prix de vente, a dû réparer la perte de chance de l'entreprise de pouvoir récupérer la TVA non facturée auprès de ses clients. Pour l'évaluation du préjudice subi par la société à raison du manquement à l'obligation de conseil de l'expert, la Cour d'appel de Paris n'a tenu compte ni du montant de la TVA éludée, puisque celle-ci aurait dû être supportée en toute hypothèse par la société, ni des intérêts de retard qui ne font que compenser l'avantage pour la société d'avoir bénéficié d'une trésorerie dont elle n'aurait pas disposé si elle avait acquitté l'intégralité de la TVA due. En revanche, la perte de chance de recouvrer la TVA que la société aurait dû facturer à ses clients pour la période couverte par le redressement a été indemnisée. L'erreur de l'expert a en effet empêché la société de récupérer auprès de ses clients le montant exact de la TVA due compte tenu des délais écoulés. La Cour a estimé cette perte de chance à 250 000 € après avoir relevé que le prix de revente des véhicules aurait été plus élevé si la société avait pratiqué le bon régime de TVA, si bien qu'il n'était pas établi que le volume des ventes ayant servi de base au redressement aurait correspondu à celui effectivement réalisé. ISF et IFI, dette incertaine devenant certaine. Par une décision de principe, la Cour de cassation juge qu'une dette incertaine, du fait d'une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation. Rendue en matière d'ISF, cette décision est transposable pour l'IFI, les principes de déduction des dettes étant les mêmes, sous réserve bien sûr de la nature des dépenses admises en déduction. ISF-IFI, holding animatrice. Par une importante décision, la Cour de cassation juge qu'une société qui a pour activité principale l'animation de filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire ne perd pas son statut de holding animatrice dans le cas où elle détient également une participation minoritaire dans une autre société dont elle n'assure pas l'animation. Oui, et il y a un an, se prononçant pour la première fois sur la notion de holding animatrice, le Conseil d'État avait implicitement retenu la même solution. Notez que ces décisions ont une portée plus large que les seules exonérations d'ISF ou d'IFI. En effet, la qualification de holding animatrice ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur, notamment l'exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de pacte Dutreil. Actualité juridique du mois. Non-respect d'une injonction de dépôt des comptes annuels. Lorsque le représentant légal d'une société commerciale ne dépose pas les comptes annuels dans les délais prévus, le président du tribunal de commerce peut lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si le président du tribunal constate l'inexécution de cette injonction et liquide l'astreinte, le dirigeant sera condamné à titre personnel au paiement de l'astreinte. Condamnation solidaire d'un dirigeant. Un dirigeant d'une société est condamné solidairement avec elle au paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, parmi lesquelles des taxes et participations sur les salaires, notamment taxes d'apprentissage, participation de l'employeur à la formation professionnelle et participation à l'effort de construction. Ce dirigeant conteste de voir ces sommes qui ne peuvent selon lui être qualifiées d'imposition dès lors qu'elles ont une affectation particulière. Et cet argument a été rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci estime que les sommes dues au titre de ces contributions, recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement, relèvent de prélèvements financiers pour lesquels le dirigeant peut être condamné solidairement à les payer.
Action sociale ut singuli contre les dirigeants. Les actionnaires ou associés d'une société peuvent agir en responsabilité, exercice de l'action sociale ut singuli, au nom de la société contre les dirigeants en vue d'obtenir réparation du préjudice que ceux-ci lui ont causé. Notez bien à ce sujet que les actionnaires ou associés d'une société mère sont irrecevables à exercer cette action sociale ut singuli contre les dirigeants d'une filiale dont ils ne sont pas également associés. Oui, et rappelons, car c'est important, qu'en application du principe d'autonomie de la personnalité morale des différentes sociétés composant un groupe, chaque société est une personne juridiquement distincte des autres et qu'il n'existe pas de dirigeant ou d'associé de groupe. Ainsi, chaque dirigeant n'est responsable que de la gestion de la société dont il est à la tête, et sa responsabilité ne peut être mise en cause au titre de l'action sociale que par les associés de cette société. Notez aussi que la recevabilité de l'action sociale est subordonnée à la qualité d'associé. Aussi, celui qui a cédé ses droits sociaux en cours d'instance n'a plus qualité pour l'exercer. Absence de comptabilité analytique. Le dirigeant d'une société en redressement ou en liquidation judiciaire encourt la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer s'il a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables l'y obligent, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables. Cela étant, le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire ne peut pas être condamné à la faillite personnelle ou à l'interdiction de gérer pour n'avoir pas tenu de comptabilité analytique, une telle comptabilité n'étant pas exigée par la loi. Ouverture d'une procédure collective. Le dirigeant d'une société souscrit un prêt bancaire personnel et se porte caution à l'égard de la même banque des prêts consentis par celle-ci à la société. Par la suite, ce dirigeant n'a pas informé la banque de l'ouverture d'une procédure collective. Pour la Cour de cassation, ce dirigeant n'a pas commis de fraude au détriment de la banque dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure a été publié et que la banque a été négligente dans le recouvrement de sa créance. Décès d'un associé de SARL. L'épouse d'un associé de SARL décédé n'a pas sollicité son agrément prévu par les statuts pour acquérir la qualité d'associé. Dans ces conditions, elle n'a pas à être convoquée aux assemblées et ne peut participer au vote. Époux dirigeants de fait. Doivent être qualifiés de dirigeants de fait des époux associés d'une société qui ont conclu au nom de celle-ci des contrats de promotion et de vente avec des tiers en toute indépendance et qui disposent de toute prérogative sur les comptes bancaires de la société. Par suite, les époux ont été déclarés solidairement responsables avec la société du paiement des impositions dues par celle-ci, dans la mesure où seuls les manquements des époux à leurs obligations déclaratives étaient à l'origine de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer des impositions. Dissolution d'une société créée de fait. L'associé d'une société créée de fait peut obtenir la dissolution de celle-ci à tout moment en adressant aux autres associés une notification en ce sens, pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps. Mésentente entre associés. Une société dont le fonctionnement est paralysé par une mésentente entre associés peut être dissoute sans que l'origine de cette mésentente puisse être imputée à l'un d'entre eux. Autrement dit, si la mésentente est imputable à l'associé demandeur à l'action en dissolution,
cela n'a pas pour effet de rendre cette action irrecevable. Devoir de loyauté d'un administrateur. Le devoir de loyauté de l'administrateur d'une société mère l'oblige à voter au sein du conseil d'une filiale dont il est aussi membre en faveur d'une décision prise par le conseil de la mère, sauf si la décision est contraire à l'intérêt de la filiale. La Cour de cassation réforme la rédaction de ses arrêts. À compter du 1er octobre, les arrêts de la Cour de cassation feront peau neuve. Fini la phrase unique ponctuée d'attendu. Les décisions de la haute juridiction seront désormais rédigées dans un style direct, avec des paragraphes numérotés, et la motivation des arrêts les plus importants sera développée. Abordons maintenant l'actualité sociale du mois. Réduction générale et taux réduit de cotisation maladie. Bon à savoir, via une série de questions-réponses, l'administration a détaillé les conditions d'application du taux réduit de la cotisation maladie et les modalités de calcul de la réduction générale de cotisation patronale en 2019, compte tenu de l'élargissement de son champ d'application à de nouvelles cotisations et contributions en 2 temps. Obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 3 importants décrets ont été publiés au journal officiel sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à compter du 1er janvier 2020. Ils concernent l'application des dispositions relatives aux accords agréés prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, le calcul de la contribution et la déclaration obligatoire. Il est à souligner que pour les employeurs n'ayant employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrat de fourniture, de sous-traitance ou de service d'un montant supérieur sur 4 ans à 600 fois le SMIC horaire brut, le montant à retenir de la contribution sera de 1500 fois le SMIC horaire, quel que soit le nombre de salariés employés. À compter du 1er janvier 2020, tous les employeurs devront déclarer l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'ils emploient effectivement, mais seuls les employeurs d'au moins 20 salariés seront soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% de l'effectif total de l'entreprise. Retraite supplémentaire à prestations définies. Une ordonnance de début juillet 2019 a mis en conformité les régimes de retraite à prestations définies avec le droit de l'Union européenne en interdisant toute condition de présence dans l'entreprise au moment de la liquidation des droits. Ces régimes peuvent prévoir des conditions de durée de présence et de cotisation, le total de ces 2 durées étant limité à 3 ans. Le gouvernement a saisi l'occasion pour refondre leur cadre juridique ainsi que leur régime social et fiscal. Ainsi, le régime social de faveur est simplifié avec la création d'une contribution unique calculée à un taux unique. Les prélèvements sociaux dus par les bénéficiaires des rentes demeurent identiques. Les sommes versées lors de la constitution de la retraite sont exonérées d'impôt sur le revenu. Notez aussi que les régimes à droits aléatoires existants au 4 juillet 2019 sont fermés. Prise en charge des frais de garde d'enfants de moins de 6 ans. Le montant exonéré de cotisation de sécurité sociale au titre des frais de garde d'enfants de moins de 6 ans pris en charge par l'employeur ou le CSE est limité à 1 830 € par an et par bénéficiaire. Ce seuil s'applique aussi aux autres aides financières allouées par le comité social et économique. Évaluation de la mise à disposition d'un véhicule électrique.
À compter du 1er janvier 2020, les dépenses prises en compte pour calculer l'avantage en nature résultant de l'usage privé par un salarié d'un véhicule électrique mis à disposition par l'employeur ne tiendront pas compte des frais d'électricité. Elles seront évaluées après application d'un abattement de 50% limité à 1 800 € par an. Par ailleurs, l'utilisation privée des bornes de recharge échappera aux cotisations sociales. Contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle, le CSP, doit être proposé aux salariés menacés de licenciement pour motif économique dans les entreprises de moins de 1000 salariés et celles en redressement ou en liquidation judiciaire. Il vise à l'organisation et au déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, éventuellement au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce type de contrat est prolongé de 2 ans, soit jusqu'au 30 juin 2021. Requalification d'un temps partiel en temps plein. Dès lors que le juge a prononcé la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, il ne peut refuser un rappel de prime de participation au motif que la répartition de la réserve spéciale est devenue définitive. Irrégularité de procédure et rupture conventionnelle. Vous savez que l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature d'une convention de rupture n'est possible que si le salarié est lui-même assisté. Pour la Cour de cassation, le non-respect de cette disposition n'est pas en lui-même une cause d'annulation de la rupture conventionnelle. Rappelons qu'une rupture conventionnelle ne peut être annulée qu'en cas de fraude à la loi, de vice du consentement ou lorsque le non-respect d'une formalité requise est de nature à compromettre l'intégrité du consentement du salarié. En dehors de ces situations, les irrégularités de procédure n'affectent pas la validité de la rupture conventionnelle. Ainsi, le défaut d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l'entretien n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture, sauf à prouver que ce défaut d'information a vicié son consentement. Rétractation d'une rupture conventionnelle. La Cour de cassation applique à l'employeur la même règle que celle retenue pour le salarié, selon laquelle la fin du délai de rétractation de 15 jours calendaires d'une rupture conventionnelle s'apprécie à la date d'envoi de la lettre et non à sa date de réception. Barème d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Saisie pour avis par 2 conseils de prud'homme, la Cour de cassation a jugé que le barème d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était parfaitement compatible avec l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT. Rappelons que d'après ce barème, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l'ancienneté du salarié. On pourrait penser que l'avis de la Cour de cassation clôt définitivement le débat, mais ce n'est pas sûr. Certains conseils de prud'homme pourraient faire de la résistance. Tel est d'ailleurs déjà le cas du Conseil de prud'homme de Grenoble. Celui-ci, dans un jugement du 22 juillet 2019, vient de refuser de se conformer à l'avis de la Cour de cassation, estimant que le préjudice subi en l'espèce par le salarié était, compte tenu notamment de son ancienneté, plus de 11 ans, et de son âge, 55 ans, supérieur à la fourchette haute du barème. Oui, donc on attend maintenant avec impatience les premières décisions des juges d'appel qui devraient être rendues dans les tout prochains mois. En tout cas, vous le savez, même si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l'avis de la Cour de cassation, il ne fait pas de doute que sa chambre sociale jugera conformément à cet avis en cas de pourvoi.
Modification de la part variable de la rémunération. Le refus par le salarié de la modification de son taux de rémunération variable proposé par l'employeur pour garantir une égalité de rémunération avec d'autres salariés effectuant un travail de valeur égale n'est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, le licenciement pour refus d'une modification de la part variable doit avoir une cause économique. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en octobre prochain. À bientôt!